À l'occasion de la sortie de son livre Le Cygne Noir en 2008, Nassim Nicolas Taleb donna une interview sur France Culture où on lui posa la question suivante. Nassim Nicolas Taleb, la puissance de l'imprévisible, essayons de la mesurer avant d'ouvrir la discussion. Imaginons donc un législateur avisé, tenace et qui saurait prédire l'avenir. Cet homme-là viendrait le 10 septembre 2001 imposer une loi. Il faut blinder les portes de tous les cockpits de tous les avions commerciaux au monde. Cet homme-là, le 10 septembre 2001, aurait donc empêché les attentats du lendemain. Cet homme-là, quelle serait son histoire dans cet essai d'histoire-fiction que vous imaginez et qui est une allégorie qui parle beaucoup de cette théorie que vous essayez de mettre en place sur notre rapport à l'imprévisible? Le problème, ça a été déjà vu, comme beaucoup de choses, par un Français qui s'appelle Frédéric Bastiat, qui a écrit un essai sur un sujet un peu différent, mais l'idée est la même, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Eh bien, aujourd'hui, dans ce 3e épisode de Basique, on va parler du livre de Frédéric Bastiat, Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ça servira d'introduction à la théorie du cygne noir qui sera le sujet d'une prochaine vidéo. Frédéric Bastiat, c'était un économiste et député français du 19e siècle. Il marqua son époque en prenant part au débat économique et par ses écrits comme La Loi ou Harmonie économique, qui sont depuis tombés dans l'oubli en France. C'était un penseur libéral et farouche opposant à la fois au socialisme et au colonialisme. Il est considéré comme un des précurseurs de l'école autrichienne d'économie, d'où provient le célèbre économiste Friedrich Hayek. Mais revenons-en à l'ouvrage dont parlait Taleb, Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. L'intérêt de cet essai est de prévoir correctement un phénomène économique. Pour ce problème, Bastiat distingue alors deux types d'économistes. Entre un mauvais et un bon économiste, voici toute la différence. L'un s'en tient à l'effet visible, l'autre tient compte et de l'effet qu'on voit et de ceux qu'il faut prévoir. Il utilise plusieurs exemples pour illustrer son propos. Imaginez un jeune propriétaire, monsieur Jean Richy, content d'avoir sa propre maison. Un jour, son fils casse un carreau de fenêtre en jouant au foot avec des amis. Le bon voisin de monsieur Richy lui signale alors que c'est un mal pour un bien, ça fera du travail pour le vitrier. Il rajoute que si personne ne cassait de vitres, les vitriers se retrouveraient sans travail. Le problème de ce type de raisonnement, ce n'est pas qu'il est faux, c'est que l'on voit uniquement les choses visibles, c'est-à-dire monsieur Richy, qui doit alors rémunérer le vitrier de 100 € pour réparer le carreau. Ce que l'on ne voit pas, par contre, c'est comment monsieur Richy aurait pu dépenser ces 100 € si le carreau n'avait pas été cassé. Il aurait pu réparer ses chaussures, par exemple, ce qui aurait rémunéré le cordonnier. Alors on pourrait dire que dans les deux cas, l'apport à l'industrie dans sa globalité est identique, que ce soit le vitrier ou le cordonnier qui touche l'argent. C'est pour ça qu'il est intéressant de regarder le problème du point de vue de monsieur Richy. Dans le cas où son carreau est cassé, il se retrouve à payer 100 € pour avoir une vitre complète. Dans le second cas, en revanche, la vitre n'ayant pas été cassée, il peut dépenser l'argent pour autre chose, bénéficiera alors d'une vitre complète et de chaussures réparées pour garder le même exemple. Ainsi, comme monsieur Richy fait partie de la société, cette dernière perd la valeur d'une vitre dans le premier cas par rapport au deuxième. Donc il n'y a pas de profit par la destruction. Bon, cet exemple peut paraître un peu simpliste et très spécifique, alors je vous en propose un autre. L'État doit-il subventionner l'art? C'est la question que pose Bastiat. Un débat a eu lieu à l'Assemblée peu après la Révolution de 1848 entre Frédéric Bastiat et le député et poète Alphonse de Lamartine, qui, de par son activité, voyait sans doute un intérêt à la subvention de l'art. Lamartine déclara « La question économique en matière de théâtre se résume en un seul mot, c'est du travail. Peu importe la nature de ce travail, c'est un travail aussi fécond, aussi productif que toute autre nature de travaux dans une nation. Les théâtres, vous le savez, ne nourrissent pas moins, ne salérient pas moins en France de 80 000 ouvriers de toute nature, peintres, maçons, décorateurs, costumiers, architectes, etc., qui sont la vie même et le mouvement de plusieurs quartiers de cette capitale. Et à ce titre, ils doivent obtenir vos sympathies. » Il ajouta plus loin. « Les plaisirs de Paris sont le travail et la consommation des départements. Et les luxes du riche sont le salaire et le pain de 200 000 ouvriers de toute espèce, vivant de l'industrie si multiple des théâtres sur la surface de la République et recevant de ces plaisirs nobles, qui illustrent la France,
l'aliment de leur vie et le nécessaire de leur famille et de leurs enfants. C'est à eux que vous donnerez ces 60 000 francs. Il est acclamé de toutes parts, et les députés trouvent le discours très bien, là où au contraire Bastia trouve l'argumentaire très mauvais. Car pour Bastia, il faut aussi tenir compte de la source de ces 60 000 francs. D'où viennent-ils, et comment auraient-ils été utilisés dans le cas où ils ne serviraient pas à subventionner l'art? Ce n'est pas le vote de cette subvention qui fait apparaître cette somme. Ce vote déplace juste cette somme d'une industrie à une autre, au détriment du contribuable qui n'a plus voix au chapitre. Alors on pourrait dire que l'art mérite d'être subventionné, car il est d'une classe plus intéressante que le simple travail que le contribuable aurait rémunéré des cordonniers, des maraîchers ou des caissiers. Même Lamartine ne dit pas ça. Il considère le travail des théâtres comme aussi fécond et aussi productif que les autres, ce qui peut paraître étrange. D'autant plus que s'il y a besoin de subventions, c'est peut-être la preuve que le travail des théâtres n'est pas aussi fécond et productif que les autres. Mais ce n'est pas le point principal de Bastien. Son inquiétude repose plutôt sur le fait que cette subvention est vue comme un gain alors que ce n'est qu'un déplacement. Ce n'est pas ici un service qui profite à tous comme le financement d'une police, d'un système judiciaire. Quand il s'agit d'impôts, messieurs, trouvez-en l'utilité par des raisons tirées du fond, mais non par cette malencontreuse assertion « les dépenses publiques font vivre la classe ouvrière ». Elle a le tort de dissimuler un fait essentiel, à savoir que les dépenses publiques se substituent toujours à des dépenses privées, et que par conséquent, elles font bien vivre un ouvrier au lieu d'un autre, mais n'ajoutent rien au lot de la classe ouvrière prise en masse. Votre argumentation est fort de mode, mais elle est trop absurde pour que la raison n'en ait pas raison. Pour Bastia, l'important c'est de distinguer ce que l'on voit et prévoir ce que l'on ne voit pas, pour ne serait-ce que mesurer la justesse d'une réforme économique. On revient alors sur ce que disait Taleb. Le problème, ça a été déjà vu, comme beaucoup de choses, par un Français qui s'appelle Frédéric Bastiat, qui a écrit un essai sur un sujet un peu différent, mais l'idée est la même, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on va voir, nous, c'est Monsieur Giuliani qui est en train de jouer à l'héros. Le maire de New York, au moment des attentats du 11 septembre. Exactement, on n'a pas vu quelqu'un qui aurait prévenu la crise. Et personne même qui aurait prévenu la crise n'aurait pas su qu'il avait prévenu la crise. La crise. Donc en fait, c'est un problème général de ce que j'appelle le problème de silent evidence, que je l'ai appelé en anglais. En français, j'appellerais ça ce qu'on n'a pas vu. Ce qu'on ne voit pas dans un échantillon, ce qu'on ne voit pas. On n'a pas trop de respect pour ce qu'on ne voit pas. On a beaucoup moins de respect pour quelqu'un qui empêche les gens d'avoir le cancer, en les empêchant de fumer, que quelqu'un qui vient les sauver parce qu'il est héros, chirurgien, qui sait, etc. Donc en fait, nous vivons dans une société avec des intuitions de type 1. Société type 1, c'est une société très primitive où ces choses-là n'ont pas d'importance. Dans une société beaucoup plus complexe, pour nos systèmes de valeurs, où on ne donne pas suffisamment de respect à ce qu'on n'a pas vu. Et vous imaginez donc ce Joe Smith qui aurait empêché les attentats du 11 septembre, il serait mort dans la solitude et sûrement le chagrin puisqu'il aurait eu l'impression de n'avoir jamais rien fait d'utile. Il y a fort à parier qu'il n'aurait pas eu sa statue à New York. Un mot malgré tout pour ouvrir le débat. Est-ce que vous dites cette chose très simple, que l'imprévisible est inattendu ? Parce que ça on le sait déjà. Non, ce que je dis c'est que notre façon de penser est confirmatoire et braquée sur ce qu'on sait et n'a pas suffisamment de respect pour ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne comprend pas. On le pense qu'il n'existe pas. Donc c'est une tendance naturelle de voir que ce qu'on n'a pas vu n'existe pas. Mais ce que j'emmène moi, ce que je fais, c'est faire un tableau où ce genre d'erreur a des conséquences. Dans la banque, par exemple, ça a des conséquences. Dans la guerre, ça a des conséquences. Dans le réchauffement climatique, ça a des conséquences. Dans la vie de tous les jours, en général, ça n'a pas de conséquences. Donc, il vaut mieux faire l'erreur dans la vie de tous les jours. Donc, ce que je fais, c'est en 2 étapes. 1, j'établis le problème de l'inconnu. Et deuxièmement, une méthodologie pour vivre avec. En fait, avec des règles, des petites règles très simples. Quelques petites règles. Une petite règle, c'est ne prenez jamais de prévision d'un monsieur qui porte une cravate. Si après ce drôle de conseil, il y a une chose de basique à retenir, c'est qu'il ne suffit pas de regarder les résultats d'un phénomène pour le comprendre. Il faut aussi considérer les non-résultats, surtout quand il s'agit de prédire l'imprévisible. Car comme le dit Bastia, ainsi on le voit par les nombreux sujets que j'ai parcourus, ne pas savoir l'économie politique,
c'est se laisser éblouir par l'effet immédiat d'un phénomène. La savoir, c'est embrasser dans sa pensée et dans sa prévision l'ensemble des effets. C'était PH, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, à liker, à commenter et à vous abonner. Portez-vous bien et à la prochaine pour un nouvel épisode de Basique.